Bonjour. Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés, parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs, c'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, je sens que tu étais pressée de commencer aujourd'hui. Oui, j'avais envie. Ah bah oui, non mais j'ai senti ça et on te retenait plus. Là. Non, c'est ça. D'ailleurs, ton introduction était parfaite, donc... Ah oui, mais comme d'habitude. Ah bah oui. Tu vas bien Isabelle? Ça va très bien. Bon, cette semaine, on reçoit, il y a un petit peu moins de monde cette fois-ci dans le studio. On a une spectatrice qui est avec nous. Ouais. Et on reçoit qui? On parle de quoi cette semaine? Aujourd'hui, on va parler solidarité, un petit peu, lutter contre la précarité, toutes ces petites choses-là. Et on reçoit Amandine pour l'association Amandine Bonte. C'est ça? Oui, Amandine, tu dis bonjour dans le micro. C'est bien. N'aie pas peur. Bonjour Amandine, tu vas bien? Très bien, merci. Bon, tu es prête? Allons-y. Alors moi j'aime bien pour commencer l'émission connaître un peu les personnes qui sont là et là en particulier pour ton association c'est hyper important que tu nous parles de toi, de ta vie, parce que tout ce qui va découler ensuite c'est à partir de tout ce que tu as vécu. Oui, déjà, au départ. Donc vas-y, on t'écoute, parle-nous de toi. Moi, je m'appelle Amandine Bonte, je viens de fêter mes 42 ans. Parle bien dans le micro. Tu rapproches-toi. Aujourd'hui, je suis thérapeute, d'accord, sur Beauvais. Avant ça, j'étais fleuriste. Et avant ça, j'étais enfant de la DAS. Et voilà, donc je suis issue du système social, d'accord. D'accord. J'ai été placée très tard parce qu'on a vécu une enfance assez difficile avec mes frères. Et donc après, j'ai été placée, j'ai fait Senlis. Après, j'ai fait Paris, 78. Et après, je suis revenue dans ma ville natale. Et voilà. Et je fais plein de choses. Enfin, je fais plein de choses. Je forme aussi aujourd'hui. J'ai écrit un livre. Je suis en train d'en écrire un deuxième. Et après, j'aimerais continuer, faire le tome 2 de celui du premier que j'ai écrit. D'accord. Pourquoi tu as eu besoin d'écrire un livre ? Eh bien, parce que ce livre raconte l'enfer qu'on a vécu avec mes frères enfants. Il raconte les conséquences des inconséquences. En France, les enfants, ils sont maltraités. C'est pas grave. C'est pas grave, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'on a mis 4 enfants devenus adultes aujourd'hui, mais déséquilibrés. On en a un qui a assassiné effroyablement 2 personnes il y a un peu plus de 22 ans. Aujourd'hui, il vient de sortir en même temps que le livre. Et j'ai eu besoin de raconter la vérité. On est allé en procès. J'ai jamais raconté ce qui m'était arrivé parce que les enfants se taisent principalement. Ils se taisent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du regard des autres, peur des parents surtout. Et puis, et comme quand vous, en l'occurrence, vous aviez peur de vos parents. Oui, et puis du système aussi, parce que quand on est un enfant de la DAS, on est des parias. Enfin, même en étant sorti du système, quand on sait que je suis issue de la DAS, on dit « Oh, les enfants de la DAS, c'est des gosses à problème ». On a déjà tellement de problèmes qu'on essaye de cacher tout ce qu'on peut cacher. Et puis là, j'avais pas envie. C'est un moyen aussi d'extérioriser tout ce que j'allais dire, un exutoire un peu. Ah oui, complètement. Et puis me connaître, moi, comment j'ai vécu les choses, parce que je les vis, mais elles sont à l'intérieur de nous. Quand on les retranscrit sur papier, elles prennent franchement une autre dimension. Et du coup, je me suis compris. Et ça m'a libérée, en tout cas émotionnellement. Aujourd'hui, l'histoire, elle est là, elle est plus à l'intérieur de moi. Cette petite fille, elle est dans ce bouquin. Et puis voilà, et de là est née, moi, la nouvelle. Ok, ce livre, tu l'as écrit quand ? Tu as dit 2022, c'est ça ?
Je l'ai écrit à l'âge de 31 ans. Je l'ai rangé dans un placard. Donc il y a une dizaine d'années alors. Oui. Et puis je l'ai ressorti là il y a 1 an et demi, je crois. Et puis je me suis dit, non, hop, j'ai sorti mon ordinateur, j'ai tout remis dessus. Et puis je l'ai proposé. J'ai une amie, Ella Coleman, qui m'a aidé à retravailler dessus. Et puis après, on a pu le faire éditer direct. Ok. Et pourquoi t'as attendu 10 ans ? Je sais pas, à l'époque, je crois que c'était encore un peu mûr. Quand je l'écris, c'était frais encore, les émotions trop frais, ça a été très dur, parce que pendant l'écriture, tu refais des cauchemars. J'ai revécu, ça a été des cauchemars, des crises d'angoisse, c'était remonté, j'avais l'impression de revivre mon enfance. Et je crois que j'avais peur encore de ma mère. D'accord. Parce qu'au moment où j'ai dû l'éditer, j'étais là, j'avais peur, je me suis dit, mon Dieu, si elle l'apprend, enfin, elle l'apprend, c'est ce qu'elle a fait, tout le monde sait, enfin, mes frères en tout cas, ils savent ce qu'elle a fait. Je crois qu'il a fallu que je l'affronte, elle, et il m'a fallu 10 ans. Et comment, à part l'écriture de ce livre, comment est-ce que tu as réussi à survivre avant l'écriture de ce livre ? Comment tu as réussi à surmonter tout ça ? Un enfant, tu le formates. Moi, j'ai été élevée enfant à me lever et t'exécutes les ordres. Non, t'as pas le droit de le dire. Je suis allée dans le système social, c'est pareil. Tu fais ce qu'on te demande, tu t'aides, t'as rien à dire. Donc j'ai continué. Je suis sortie du système, j'ai reproduit le schéma. Femme battue, ma mère a déjà voulu m'assassiner. Je suis tombée sur un jeune homme pareil. On reproduit le schéma, et puis finalement, je crois qu'on s'y fait. S'habituer, ça fait partie des habitudes. Et puis j'ai continué comme ça, quoi. On n'avait pas d'aide, J'ai jamais vu de psy. Alors justement, on peut peut-être parler un peu de ce système, justement, parce que c'est à la base, c'est quand même fait pour aider les enfants qui souffrent. Oui. Et toi, a priori, tu nous dis que non. À l'époque, on était dans les années 80-90. Je me dis, moi, mes camarades, ils se prenaient des baffes. Ils en prenaient à côté de moi. On se rend compte que c'est anormal qu'une fois qu'on sort du système. Il m'a fallu 17 ans pour essayer de me demander si ce que je vivais, c'était normal ou pas normal, ne connaissant rien d'autre. Moi, j'étais enfermée dans une pièce, j'avais pas le droit d'aller aux toilettes, j'avais pas le droit de boire, j'avais pas le droit de manger, j'avais même pas de serrure. Et ça, tu parles en foyer ou tu parles chez toi ? Non, je parle de chez moi, quand j'étais enfant. D'accord. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai dû porter moi-même plainte contre mes parents, parce que ce jour-là, de toute façon, on avait voulu me tuer. Je voulais qu'on m'aide, mais on n'est pas venu me voir. Et puis, je te dis, à l'époque... la maltraitance, où commençait la maltraitance ? Aujourd'hui, on ne peut pas frapper un enfant sans dire il est maltraité. Mais à l'époque, tout le monde se prenait des toises. Même moi, j'avais du mal à me situer. Et je me suis dit, imagine si tu vas et qu'en fait, tu n'es pas maltraité. Tu vas créer des problèmes. Et j'ai été plus maltraitée psychologiquement. Je me suis dit, on va encore dire que je suis une menteuse, une voleuse, une tricheuse. Enfin, je vais aggraver ma situation. Donc, je ne l'ai pas fait. À 17 ans, je suis partie. Et en sortant, j'ai été projetée dans un monde que je ne connaissais pas. Donc, j'ai fait plein de bêtises. On ouvre la porte à la liberté, c'est une terre sauvage. Donc je me suis retrouvée, je fuguais, je buvais, j'ai approché la cocaïne. Enfin bref, je me suis retrouvée dans des endroits où il n'aurait mieux pas fallu que j'y sois. Ceci dit, ça s'est toujours très très bien passé. Je crois que j'ai toujours su m'arrêter à la barrière avec laquelle je restais en sécurité. Et c'est là que j'ai découvert la réalité. Et je crois que je la découvre encore aujourd'hui, encore plus avec le voyage humanitaire que j'ai fait cet été. Tant qu'on ne peut pas faire de différence, on s'imagine... On s'imagine ce que je suis bien à ma place, comment c'est de l'autre côté. Une fois qu'on est de l'autre côté, on se rend compte que, ah ouais, non, là où j'étais, c'était pas bien du tout. Avant ça, on peut pas. Quand on connaît rien d'autre, de toute façon. Ah non, on connaît pas. Okay. Et ta relation avec tes frères, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu ? C'est difficile ? Tu veux qu'on passe à autre chose ? Ou tu vas y arriver ? Non, ça va. Mes frères, c'est... Je suis même pas sûre qu'on puisse s'appeler frères et sœurs, parce que on a été élevés un peu comme des soldats. C'est un peu comme si on avait passé une enfance en pleine guerre. Vous savez, on partageait tout, on prenait les coups ensemble, on se dénonçait pas. Les gens, ils sont assez surpris du lien qu'on a. J'ai dû m'occuper de mes frères, des 22 ans de prison de mon frère. J'ai dû élever le dernier, l'autre. Aujourd'hui, on est 4 individus complètement différents, mais encore très unis. Mais on est unis par ce lien de l'enfance qui était très dur. Donc, c'est un lien aujourd'hui qu'il faut rompre, et c'est difficile. C'est difficile parce que moi, j'en ai conscience. Pourquoi tu dis qu'il faut rompre ? Parce que on garde les schémas comportementaux de notre enfance. Mon frère, aujourd'hui, s'il me siffle et qu'il me dit qu'il a un problème, je serais capable de faire tout et n'importe quoi, tout comme on le faisait à l'époque.
Et moi, je réalise aujourd'hui qu'il est néfaste, ce lien. En fait, on existe très bien à 4 et tout seul, c'est compliqué puisqu'on a grandi ensemble, dans les mêmes circonstances, dans la même pièce. Donc en fait, c'est un peu comme on formait une unité. Et quand on nous sépare, on se sent incomplet. Et quand on est ensemble, on se sent complet. Et c'est pas très bon. C'est pas sain. Ah ben non. Et quand vous avez été placés, vous étiez placés tout le temps, tous les 4 ou Non. Je suis celle qui est restée le plus longtemps chez moi, donc mes frères finalement ignorent plus ou moins ce qui m'est arrivé. Je leur ai caché parce que leur détresse était plus grande. Enfin, j'estimais qu'elle était plus grande que la mienne. J'estimais que je devais me taire, c'était mieux pour eux. Ils n'ont même pas voulu le livre parce qu'ils savaient qu'ils allaient découvrir des choses que j'avais cachées. Non, on a été... Alors oui, mes frères ont été un petit peu placés avant, ils sont revenus le week-end. Moi, j'avais pas cette chance. Et après, quand j'ai porté plainte, et au vu de l'état des photos, des coups que je portais en fait... Mais on a été séparés. On a été séparés parce qu'à l'époque, on séparait les fratries. Et ça a été dur. Parce que moi, alors j'ai pas fini de lire ton livre, je l'ai commencé. Mais justement, enfin, dans les... Moi, j'en suis au premier quart. On sent vraiment cette... je sais pas comment le décrire, en fait. Enfin, tu l'as très bien dit, je pense qu'on sent vraiment que vous ne formez qu'un. Surtout avec tes 2 premiers frères. C'est surtout parce que... Enfin, dans le premier quart de ton livre. Après, je ne sais pas ce qui se passe avec le dernier. On n'existait pas de façon individuelle. On était tous les 4 dans la même pièce, on faisait 4 fois les mêmes choses, on pensait de la même manière, on avait le même instinct primaire. Enfin, vraiment, on a été élevés comme des animaux. Et ça fait meute, tu vois. Et quand on a été sortis, et même moi, j'ai failli refuser l'échappatoire qu'on m'a offert à la DAS parce que m'éloigner de mes frères, j'arrivais même pas à le concevoir. Donc même ça, les individus normaux dans les familles, ils se séparent un par un. Voilà, le grand frère, il part, ensuite, hop, successivement. Et nous, on n'a pas eu ça. On a été éclatés, on n'a pas compris. On n'avait aucun repère, ça a été compliqué. À ça, vous rajoutez les traumatismes qui ont été vécus de manière différente. On a retranscrit de manière physique et émotionnelle dans notre vie de manière complètement différente. Vous en parlez entre vous de ça Alors, comment vous avez ressenti les choses en vieillissant, en grandissant? On sait que c'est grave. On sait que c'est grave, mais enfant, on a toujours tout fait pour prendre les choses à la dérision. On n'avait pas le choix. De toute façon, je crois que c'est comme ça qu'on a survécu. Et on a gardé ça. Aujourd'hui, on en parle, on en rigole. Mais on sait très bien que c'est pas drôle. Mais on a des anecdotes. On en rigole comme quand on en rigole enfant. Et je pense que ça nous a aidés. Même si c'est pas drôle. Bah non. Et vous en reparlez maintenant? Ouais, on en parle. Vous arrivez? Alors, on parle avec des mots, mais au-delà des mots, on se comprend émotionnellement. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se dire, parce qu'à l'époque, j'avais même pas le droit de parler enfant. Donc, même sans se parler, on se comprenait. On arrivait à dialoguer. Tu sais, comme ça, c'est l'énergie, ça dialogue. Et aujourd'hui, on sait. Donc, on dit, ce que vous entendez, finalement, c'est à peine un quart de ce qu'on arrive à se transmettre quand on est ensemble. Le lien, il se recrée. Mais c'est pas bon. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas bon, c'est néfaste. On va continuer après? Oui. Nous revoici sur Happiness dans Ça vient du cœur avec Amandine qui vient nous parler de son association Amandine Bonte. Après sa présentation d'un parcours personnel chaotique, on va dire, une enfance très difficile. Tout ça, ça l'a mené à l'écriture d'un livre qui s'appelle Plus fort que les remords, dont on va parler un petit peu, et puis ensuite à la création de l'association. Tu nous as déjà dit que tu as écrit ton livre, tu avais une 30aine d'années, que tu l'as publié 10 ans plus tard. Oui. Est-ce qu'on peut revenir? Ouais, tu disais que c'était un exutoire, mais vas-y. Pourquoi je l'ai raconté? Je l'ai raconté parce que je voulais qu'on serve d'exemple. D'accord. Au procès de mon frère, ça a été un procès un peu particulier parce qu'il a assassiné, j'ai pas de mots, effroyablement, je ne sais même pas s'il y en a un plus fort que ça, d'accord. Il a été reconnu au procès. Donc ton frère aîné? Oui, mon frère aîné. Il y a des émotions, on tue des enfants, les monstres, en tout cas en partie, on les fabrique, et notre histoire, elle est très représentative de ça. On maltraite des enfants, mais quand on fait ça, on met des adultes déséquilibrés dans le monde. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses comme il s'est passé avec nos frères. Donc nous, on vit avec nos traumatismes, c'est vivable. Lui, il a tué des gens. Et je voulais raconter cette histoire parce que je voulais que les parents se rendent compte aussi que on peut pas faire du mal aux enfants. Il y a des conséquences. L'État aussi, vous pouvez pas. En France, il y a plein d'enfants qui sont placés, qui sont maltraités encore en foyer, qui ne sont pas suivis. Et en France,
tout ça, c'est normal. Ça devrait pas être normal. Je connais pas de parents qui ont pris des peines de prison. Or, ça devrait, parce que ça sauverait en plus probablement des enfants. Donc, l'histoire, oui. Mais c'était aussi pour que ça serve d'exemple. Un témoignage. Oui. Ouais. Élever des enfants après avoir vécu ce qu'on a vécu, c'est pareil. En tant que femme, c'était compliqué. J'ai été une femme battue. J'aurais pu finir prostituée. J'aurais pu... Et d'ailleurs, ce livre... Qu'est-ce qui a fait justement que tu avais envie de t'en sortir ? Parce que tu aurais pu faire comme ton frère, terminer en prison. Qu'est-ce qui a fait que toi, non ? J'ai failli me suicider plusieurs fois quand même. Déjà, la première fois, j'avais 8 ans. C'est-à-dire qu'à 8 ans, je suis là avec un couteau prêt à l'enfoncer dans mon ventre parce que j'aimais ma mère finalement. Et que je m'étais dit, mère. Mais oui, enfin en tout cas à l'époque. Et je m'étais dit, mais si je meurs, ta vie sera meilleure. Et si à l'époque on m'avait dit qu'il fallait enfoncer le couteau fort pour que ça fasse pas mal, je l'aurais fait, je serais même pas là. Et je me dis, mais heureusement que je l'ai pas fait. T'as eu un déclic, t'as eu quelque chose ? Non, quand j'étais petite, je rêvais beaucoup. J'étais peut-être enfermée dans ma chambre, mais je rêvais de changer le monde. J'ai toujours rêvé de changer le monde, mais je me suis dit... Alors c'était quand même en toi, quelque part. Et je rêvais d'écrire un livre quand j'étais petite parce que j'avais lu, moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Et je me rappelle, ça m'a marqué. J'aurais jamais imaginé qu'un jour j'écrirais plus ou moins dans le même ordre. Et puis, je sais pas, peut-être mon fils. Des fois, je me suis demandé ce qui a fait la différence. Je me suis dit, c'est peut-être mon fils. Parce que quand il est né, je pensais que je voulais pas d'enfant parce que je m'étais dit, tu vas reproduire, c'est pas possible. Avec de la telle violence, tu vas faire que reproduire. Mais j'étais désarmée. Parce que moi, on a fait que me battre et m'humilier. Donc, quand un enfant, il pleurait, je pense aussi à toutes ces femmes qui, après avoir... C'est compliqué d'élever un enfant. Comme ça. Et je me suis dit, là, tout de suite, il va falloir que tu fasses un choix. C'est soit tu l'abandonnes parce que t'es pas capable, soit tu te bats et t'avances. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis juré, jamais je lèverai la main sur lui, jamais. La vie, elle est dure. Après, il y a eu la maladie. Il y a eu la maladie du petit aussi. Mais je crois que notre enfance, elle a forgé ce caractère. Ma mère, c'était tu marches ou tu crèves. Donc en fait, tous les jours, je crois que je suis comme ça. Je me lève, je me dis, t'as pas le choix. De toute façon, la vie, c'est comme ça. Et un jour, je me suis dit, écris ton livre. Et en fait, les rêves, c'est là que mes rêves, ils se sont plus rapprochés de moi. Finalement, ils sont peut-être à ta portée. Et puis hop, on y va. C'est bien d'avoir des rêves. Ouais, c'est vrai. Ça sauve aussi, je pense. Ça aide. Ça aide. Et du coup, donc le livre, il est sorti donc en 2022, tu as dit, oui. C'est ça, c'est ça. Oui. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Sur mon site, ouais. Bontamandine à Beauvais, ou magnétiseur-hypnose.fr, partout, Amazon, la Fnac, d'accord. Partout. Ok. Puis je voulais rendre hommage aussi aux victimes. Ouais. Il y a 2 personnes qui sont mortes dans des conditions effroyables. Ma mère, elle a été reconnue coupable de ça au procès. Il y a eu un procès ? Un grand procès de 5 jours qui était effroyable. Effroyable. Je suis arrivée là-bas, je savais pas du tout, je savais ce qu'on reprochait à mon frère, mais j'étais loin d'imaginer que j'allais découvrir ce que j'ai découvert là-bas. Non, c'était incroyable. Et puis je voulais leur rendre hommage. Et donc après le livre, création de l'association Amandine Bonte. Moi, j'ai pas eu l'idée tout de suite. Non, pas tout de suite. L'idée, c'était de raconter mon histoire. Je voulais que les gens, certaines se sentent moins seules. Je voulais qu'à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai survécu à plein de choses. On peut s'en sortir, même que ce soit un gosse de la DAS, que ce soit une femme battue. Non, les handicapés aussi, parce que je suis malade, j'étais avec un mari, je représentais qu'un abattement fiscal, bref, j'ai enchaîné les épreuves. Non, on peut se sortir de tout ça. Et à travers mon histoire, je voulais être suffisamment inspirante pour pouvoir aider les autres. Je voulais pas que ces 2 personnes elles soient mortes pour rien non plus. Donc, le livre, il est sorti, ça c'était une chose. Après, c'était l'argent, j'en voulais pas. Je me suis dit, je vais quand même pas récupérer des sous. Bon, on gagne pas sa vie en écrivant des livres, mais je me suis dit, je peux pas mettre ça chez moi. Il y a des gens qui sont morts quand même. Et pas sur de la maltraitance, il faut que ça serve. Je dis, hop, on envoie une partie à la recherche de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, puisque mon fils et mes frères, mon fils et moi sommes atteintes de cette maladie, transmise par maman. Merci le cadeau. Et puis le reste, je me suis dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Je me suis dit, allez hop, on monte une asso. Et comme je suis curieuse et j'aime voyager, je me suis dit, je vais aller aider les enfants... Dans des pays du tiers-monde. Donc on me hue, parfois on me dit oui, pourquoi tu aides pas les enfants en France ? Ce qu'ils savent pas, c'est que je suis issue du système français. En France, on me donnait de l'argent de poche toutes les semaines, quand même, malgré ça. On m'a payé mes études, on me payait mon coiffeur, on me payait mes soins. En France, les enfants ont l'opportunité. Il y a des pays comme l'Afrique qui n'en ont pas. Je reviens de Madagascar, non, ils n'en ont pas. Et moi, enfant, je me suis sentie comme eux, même si j'étais en France. Je me suis sentie tellement différente. Ce souci d'équité, ça m'a toujours posé problème. Donc, je préfère aller je voyage en même temps, ça me fait du bien. Et puis, j'aide des enfants.
Donc cette association, c'était pour aider les enfants du tiers-monde au départ. Oui, au départ. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu mets en place? Parce que alors l'argent de la vente des livres, mais je pense qu'il y a ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. 17 € je crois le livre, hein, c'est ça? Oui, 17 €. Donc, très abordable. Oui, très abordable. Mais forcément, je pense que tu n'en vends pas des mille et des mille et des mille. Donc si il faut m'aider un peu, non. L'émission est là pour ça, pour t'aider. Non, à côté de ça, on a fait des appels aux dons. J'ai beaucoup travaillé cet été parce que je l'ai monté du coup l'année dernière. Je suis partie déjà, j'ai fait donc mon elle premier... est toute récente, ton asso. Ah oui, j'ai appris comme ça, hop, on l'a mis. Donc, mais je ne m'attendais pas à faire un voyage aussitôt l'été. Donc j'ai versé mon avance. Donc appel aux dons, tu parlais des appels aux dons. Oui. Comment tu te débrouilles? Les appels aux dons, la générosité, en vrai, c'est un problème. Alors, moi, j'ai donné tout ce que j'ai gagné. Non. Alors, en France, quand tu veux quelque chose, il faut donner quelque chose. Ça, j'ai bien compris. Donc, je me suis dit, Amandine, j'ai utilisé mes petites économies. J'avais acheté quelques cadeaux, tout ça. Puis, je m'étais dit, tiens, je vais faire une tombola. J'en faisais à l'époque quand je travaillais. Et puis, ça a très, très bien marché. J'en ai refait une à la Saint-Valentin, j'en ai refait une très grande à la fête des mamans. Et comme je suis très connue sur Beauvais et que les gens m'aiment bien, le fait qu'on me demande... J'ai demandé, on m'a donné. Mais plus important, je leur ai dit que je me déplacerais. Et les gens ont dit, on va te donner parce qu'on sait que toi, on a confiance et que ça va vraiment aller là où ça doit aller. Et donc, pour le coup, et c'est un peu le problème des assos, vous donnez, on ne sait pas où ça va. Moi, je dis, moi, vous me donnez, mais j'y vais. Donc, tout ce qu'on m'a donné, je me suis baladée 80 kilos de bagages et j'ai redistribué tout, et j'ai renvoyé les photos de tout le monde. Ça a été donné où vous vouliez, ceci, cela. Et puis, tout le monde était content. Et le but, c'était ça, que tout le monde soit content. Et donc, tu as réussi ta mission? Oui. Grande mission. Donc, tes tombolas, en fait, tu les organises où? Parce qu'il n'y a pas de... Alors, tout petit, déjà, au début. Non, c'était dans mon petit appartement, c'est-à-dire que j'ai même pas pu mettre de sapin de Noël cette année. J'avais une centaine de cadeaux dans mon cabinet, c'était trop bien. Donc, les gens, ils prenaient des tickets. On fait des tirages en direct. Donc j'ai fait ça toute cette année, ok. Et puis là, cette année, on a prévu, on est accueilli par le refuge des Trois Ours à Essuil, d'accord. Quelques kilomètres de Beauvais, un très très beau domaine. Et on va. Ils y font quoi là-bas? Table d'hôte, maison d'hôte, cabane dans les arbres. D'accord. Un magnifique domaine, vraiment très calme. Ouais. C'est des gens merveilleux. Et donc, ils nous prêtent leur salle. Donc, on va mettre un beau sapin cette année. Et comme il reste un petit peu d'argent sur l'association, je me suis dit, bon, le tout, c'est que tout le monde soit content. Donc, je peux pas repartir tout de suite. Et on connaît les lois, il faut solder les comptes. Du coup, on s'est dit, on va offrir un goûter à tous les participants de cette année qui pourront racheter encore des tickets cette année. Et pour, du coup, l'année prochaine. Et puis on va boire un petit pot de l'amitié tous ensemble. Et donc, c'est quand tu fais ça? Dimanche 21 décembre. On ouvre les portes à 14h et on fait le tirage de la tombola à 15h. D'accord. Et si on ne peut pas se déplacer, alors, comment on fait? Eh bien, Amandine, elle met... Alors, sur les tickets tombola, on met le nom, le numéro de téléphone. Le tirage est en direct, donc il n'y a pas de triche. La boîte est éventrée. Les gagnants qui seront sur place, ils repartent avec leur lot, ce qui m'aiderait, parce que des fois, je me tapais 100 lots à livrer juste après la tombola. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas présents, on les appelle, ils ont gagné, et puis je me déplace et je leur ramène leur lot. Et comment on achète les tickets? Eh bien, on les achète chez moi, on les achète chez mes copines. Si on me suit sur Facebook... Voilà, mais c'est ce que je voulais entendre. Les gens, ils envoient l'argent sur le compte de l'association et on leur fait une petite vidéo. Hop, les tickets ont bien été mis dans l'urne et puis on n'a eu aucun problème. En tout cas, l'année dernière. Ok. Ou ils peuvent être achetés sur place. Si les personnes se déplacent le 21 décembre au refuge des Trois Ours, ils achètent leurs tickets sur place, ils les mettent eux-mêmes dans l'urne et puis... il n'y a pas de problème. Ok. Et j'avais une question, mais du coup, elle m'est sortie de la tête. C'est pas grave, on va continuer. Mais du coup, ça m'énerve de ne pas retrouver ma question. J'aime pas ça. Si, c'est ça y est, elle est revenue. Combien tu as récolté? Alors, entre les ventes des livres, l'année dernière, on a récolté presque, avec la cagnotte, presque 5 000 €. Que la vente de livres? Non. Bah non, tombola. Tout. Tombola, dont... Ouais, Et donc, qu'est-ce que tu as pu acheter? On a acheté, je suis allée en Afrique. J'ai payé... T'es partie quand? Je suis partie du 21 juillet, je suis revenue le 25 août. C'était très long. Quasiment un mois. Quasiment. La vache, oui. C'était... Voilà, le but, c'était de traverser les bagages.
je suis allée jusque sur l'île de Sainte-Marie. Et l'île de Sainte-Marie, avec la correspondance de l'avion, on ne pouvait pas ramener beaucoup de bagages. Donc l'idéal, c'était d'atterrir à Antananarivo. Antananarivo, faire Tamatave. Tamatave, Ivongo. Ivongo, bateau. L'île de Sainte-Marie pour pouvoir amener 80 kilos de bagages. Donc des médicaments, tout ce qui s'ensuit pour les enfants. Donc on a pris en charge 15 familles. On a payé l'école, les fournitures scolaires. On les a soignés. On a fait construire un bateau pirogue pour qu'ils puissent... Oui, parce que le problème là-bas, c'est les enfants. Tu les mets à l'école. S'ils ne peuvent pas se nourrir, les parents les retirent de l'école, ils vont faire du charbon dans les bois. Donc, quand on aide les enfants, il faut aider les parents. Après, c'est la logique. Donc, on a acheté des animaux, on a acheté des filets de pêche, des bateaux, congélateurs, qui vont pouvoir vendre et récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir se nourrir. Ok. Vous êtes toujours sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, je reçois Amandine qui est là pour nous parler de l'association Amandine Bonte. Après la présentation d'un petit parcours personnel avec son enfance difficile, l'écriture d'un livre qui était un peu un exutoire de tout ça, la création de l'association Amandine Bonte, on en était donc au voyage humanitaire que tu as réalisé cet été, presque un mois. Presque un mois. Presque un mois. Donc tu nous disais que vous aviez financé un peu l'école et puis de 15 enfants, je crois, c'est oui, ça? à distance. Je me suis mis en lien à distance. Le projet a été fait à distance, mais je me suis déplacée pour voir que tout était mis en place. C'était ça le but, c'était de vérifier que tout soit bien. Je veux bien donner mes sous, mais je veux savoir où ils vont. Donc voilà, ouais. Et je suis partie cet été, mais le voyage était très long parce que souci de bagage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le bagage pour ramener des médicaments, des vêtements, ramener des jouets pour les enfants et des brosses à dents, dentifrice. Voilà, donc le périple a été très long puisque j'allais jusque l'île de Sainte-Marie. Il y a Madagascar, l'île de Sainte-Marie, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances. Donc je suis partie le 21. Donc quand on rajoute sur l'île de Sainte-Marie, j'ai dû rester une quinzaine de jours. Ça a été les transports très longs. Là-bas c'était l'hiver, donc il fallait attendre le bon moment. On prend pas le bateau comme ça non plus. Les vagues sont très très fortes, c'est très dangereux. Les avions c'est pareil, donc il a fallu toujours prendre des jours de sécurité pour éviter de se... Donc voilà, le premier voyage, je suis partie cet été. Et donc sur place, tes premiers sentiments quand t'es arrivée? Choc. Alors je suis arrivée en pleine nuit. Dans le noir, on voit pas très bien. J'ai des problèmes de vue forcément. Donc quand le soleil s'est levé, c'était le choc. La misère. Alors j'ai entendu des enfants crier dehors et j'ai eu peur d'aller jusqu'à la fenêtre. J'avais peur de ce que j'allais voir dehors et puis là c'était l'horreur quoi. La précarité, pas d'eau. C'était très très sale, une odeur pestilentielle. Et j'ai ri parce que la nana qui nous accueillait, elle me dit, tu sais Amandine, ici ils font pipi caca dehors. Et quoi, comme les animaux. Et je rigole. Elle me dit, mais oui, tu crois qu'il y a des toilettes? On s'imagine pas. Enfin, on s'imagine, mais en fait, il y a des questions qu'on a du mal à croire, quoi. Ouais. Mais oui, elle nous a emmenés au marché de Antananarivo pour récupérer le colis de médicaments que j'avais envoyé. Le choc parce que l'odeur, elle était insoutenable, les bactéries dans la... Mais c'était insoutenable. Je me suis dit, mais quand bien même tu auras 1 milliard dans les poches, Amandine, tu peux rien faire là. Tu peux absolument rien faire. L'eau, tout est croupi, mais il n'y a même pas d'issue, tu sais même pas par où commencer. Et donc là, ça a été le choc. Le choc, je me suis dit, ok, jour 1. Il y a du travail. 25. Il y a du travail. Non, ouais, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, on a l'impression de retourner 5 siècles en arrière. Mais les aider à quoi? Et c'est là que c'est bien de venir et de vivre avec eux pendant plusieurs semaines, savoir comment ils pensent, comment ils réfléchissent, parce que le grand écart, il est incroyable. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu leur as apporté? Ce que je voulais autre que le matériel. Alors en fait, finalement, là, je te dis, même avec 1 milliard, tu changes pas même 15 000, 20 000 euros, je leur ai rien apporté de plus parce que ils m'en ont appris, je crois même. C'est eux qui t'ont appris. Ils m'en ont appris. Déjà en arrivant, alors je parle pas de Madagascar même,
Ça a été très vite, on n'a fait que passer, j'ai pas eu le temps trop d'observer. Je me rappelle que quand je leur demandais leur âge, ils étaient incapables de me donner leur âge, ça m'a paru étrange. Je me disais, tu sais pas. Donc toujours approximatif. Mais tu t'aperçois au bout de 3 semaines qu'en fait, il n'y a pas d'heure chez eux. Ouais, il n'y a pas de notion monde, du ça temps. se lève. Voilà, donc forcément, au bout de 40 ans, tu sais plus l'âge que tu as. Il y a des choses que tu finis par comprendre avec les semaines. Et les enfants, je me suis retrouvée, moi, dans mon instinct primaire enfant. Tu leur ramènes un chocolat, ils se jetaient dessus comme des poules. Enfin, je dis, on se calme. Ça t'a ramené quand tu étais ramené. Petite, en fait. Ça m'a ramené. Dur. La saleté. Ah oui, dur. Ah oui, dur. Et puis, ils avaient... je m'approchais pas des gens quand j'étais petite. J'avais peur. Et d'une, parce que quand je m'approchais d'un adulte, soit j'étais vendue à un pédophile, soit on me frappait, soit on m'humiliait. Donc, on mettait des barrières émotionnelles. Je veux bien être là physiquement, mais... émotionnellement, on n'est pas là. Ces enfants, ils ont été habitués. Ils nous appellent les Vasas. Les Blancs, ils en veulent pas. Parce que c'est un peuple qui a peur. Ça veut dire quoi, Vasa, tu sais ? Blanc étranger. D'accord. Donc toi, tu viens, on prend tes sous, mais on ne crée pas de lien avec toi. Mais ça reste des enfants. Ils finissent par plier au bout de quelques jours. Ils ont mangé des crêpes, ils n'en avaient jamais mangé de leur vie. Ça m'a rappelé, moi, quand je mangeais des bonbons pour la première fois. Et je me dis, on est en 2025. Et ça existe encore. Ça existe encore. Voilà, les dents par terre, ils marchent pieds nus dans la boue, ils peuvent pas se laver, il n'y a pas d'eau. Ils ont des cahutes, ils dorment à 8, et des fois dans 2 mètres, je me dis, ils dorment debout. Enfin, ça m'a rappelé mon enfant, je dormais par terre, moi aussi, comme eux. Je me lavais pas non plus comme eux, de brosse à dents, il n'y en avait pas. Donc j'ai eu l'impression d'être projetée dans mon enfance. Et moi, à l'époque, ce que je n'avais pas vraiment envie qu'on me sorte de l'enfer dans lequel j'étais, je voulais juste qu'on m'apporte de temps en temps un petit peu de bonheur. Une parenthèse. Et quand je suis allée là-bas, l'école, on va pas se mentir, ils avaient 3 de moyenne générale. En 3e, ils savent même pas, ils connaissaient même pas l'Allemagne. Je me dis d'accord. Donc en fait non. En réalité, il faut 5 siècles pour les amener un jour sur le continent et venir faire des études. Non, il y avait trop d'écart. Mais là où on est tous égaux, c'est que il n'y a pas d'instruction. Si, mais 3 de moyenne générale. Les gosses, ils vont à l'école parce qu'on leur demande d'aller à l'école. Parce que finalement, moi, quand je les voyais, ça me rappelait mes frères et moi. On se contentait de ce qu'on avait. Ils avaient tout le temps le sourire. Nous, on voit les miens. Moi, les miens, ils chialent pour 3 fois rien. Je vais pas manger des haricots, c'est pas bon, je vais pas ceci, je vais pas cela, j'en ai marre, ma mère elle est chiante. Ah mais ils ont rien, ils ont le sourire, je les ai pas entendus se plaindre une seule fois. Ouais. Tous les jours ils venaient, ils étaient contents que je sois là parce que je leur faisais découvrir des nouvelles choses, des Scooby-Doo, des perles, où ils se baladaient tous, même les garçons avec plein de couleurs autour du cou, c'était magnifique. Les crêpes, le Nutella, ils avaient jamais mangé, c'était rien que de voir ça, je me suis dit c'est là que c'était une réussite. Je me suis dit t'as été là-bas, t'as donné ce que toi t'aurais voulu recevoir enfant, c'était tout ce qui comptait. Après, je vais pas changer leur vie, hein. Leur misère elle va rester la même. Tu leur as apporté un peu de bonheur quand même. Ouais, c'est ça. Ben, au final, c'est tout. Un peu d'espoir, c'est-à-dire que un peu de sourire. Et peut-être pour eux de se dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui peut les attendre quelque part. Et en partant, ils m'ont dit tu reviendras, Vasa, tu reviendras. Je dis oui, je reviendrai. Parce qu'ils t'ont pas appelé Amandine. Non, parce que là-bas, c'était la maman d'eux. Et comme je suis pas venue avec mon fils, on pouvait pas m'appeler la maman de Evan. Moi, c'était Vasa. Et en partant. D'accord. Oui, Vasa. Tu t'es rien d'autre qu'un Vasa tant qu'on te donne pas l'appellation de maman d'eux. Les femmes, elles sont appelées comme ça, maman d'eux. Et puis, ils m'ont dit ah, mais t'as un Vasa pas comme les autres. Je lui ai dit si j'ai changé ça, alors j'ai tout changé. Bah oui, voilà. Ça c'est un beau compliment comme ils t'ont fait. Ouais. Et donc. Tu nous as dit un petit peu ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que tu leur as apporté en matériel. Qu'est-ce que tu avais exactement pu récolter? Médicaments, on n'a pas pu. Il y en a encore chez moi, c'était pas possible. Ouais. Les vêtements, c'est pareil, on a dû. Et tu peux pas les envoyer à côté en fait. Tu préfères les apporter toi-même. Mais tu sais pas vraiment où ça va. Ça va après. Énormément de corruption. D'ailleurs, l'association avec laquelle je me suis rapprochée quand je suis arrivée là-bas, les choses que j'avais pas pensé, c'est que le congélateur, par exemple, il était dans leur propriété. Mais oui, mais n'ayant pas d'électricité, il y a forcément tout le temps un riche à côté qui s'occupe de gérer tout ça. Et eux, finalement, ils sont encore plus soumis. Et ça m'a gonflé. Je sais que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est navrant parce que tu dis, il y a toujours je te donne ça, mais à la place, tu vas faire ça. Donc en fait, je leur apporte moi des bateaux, je leur apporte de quoi manger. Et eux, ils ont fait croire que c'était eux qui avaient acheté, alors que non, c'était pas vous, c'était moi. Et puis, vu que t'as ça, par contre, en contrepartie, tu vas faire ça pour moi. Ça m'a rappelé mon enfance. Tu leur donnes des ordres, ils les exécutent, ils réfléchissent pas. Donc ça, c'est embêtant, parce que je me dis, si je continue à donner, qui va bénéficier réellement de ça? Donc les jouets, évidemment, ils sont restés là-bas. On a ramené des livres, on a ramené des médicaments. Donc il y a eu des graines aussi, parce ils vont commencer à cultiver aussi. Ils ont retourné la terre et tout. Ils vont pouvoir cultiver. On a acheté des animaux. Donc là, il y a eu des poussins, des poules, congélateurs. Et en théorie, ils devraient vendre ce qu'ils cultivent et commencer en fait à rouler comme ça.
Et si on revient, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir des panneaux solaires et des batteries. D'accord. Oui, parce qu'en partant, je leur ai dit et sinon, la question qui tue. Si je reviens, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous rapporte la prochaine fois? Vous aimeriez pas des sanitaires, une douche? Elle me regarde, elle me dit, vas-y, pourquoi faire? Je sais pas. Okay. Bon, en fait, c'est pas leur priorité. Non. Alors la priorité. Ah oui, elle me l'a dit. C'est quoi leur priorité? Ah, la priorité, elle me dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est un panneau solaire, une batterie et une télé pour les enfants. Et là, je me suis craquée en deux. Je me suis fait traverser toute l'Afrique. Je me suis vu mourir 100 fois pour une télé, une batterie. Eh oui. Qui coûtait 3 fois rien finalement si j'étais venue directement sur l'île. Il y en avait en bas. Donc voilà, les besoins sont propres à chacun et ça, on ne peut pas nous savoir mieux qu'eux ce qu'ils ont besoin. Et du coup, c'est ce que tu comptes leur apporter la prochaine fois ou est-ce que tu... Entre autres Ouais, je me tâte encore parce que le billet d'avion, ça a été dur, les conditions d'hébergement, les gens qui nous accueillaient, ils font un peu de coups bas et tout, ça a été compliqué. Où t'étais accueillie d'ailleurs? J'ai été accueillie par une autre association, je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas leur jeter trop la pierre, mais... Une association africaine ou... Alors, franco. Ils sont venus en France il y a 4 ans, mais ils vivent sur Madagascar. Ils ont aussi un bien sur l'île de Sainte-Marie. Et j'ai appris en arrivant là-bas qu'ils avaient acquis le terrain à moindre coût et qu'ils avaient dit que si vous nous faites ça à moindre coût, on viendrait vous aider. Et c'est ce qu'ils ont fait. Seulement, c'est un peu comme chef de clan, vous voyez. Et ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Voilà. Donc, oui, je leur ai dit que je reviendrai, j'ai qu'une parole, ça va me hanter. Je vais revenir cet été ou l'été prochain. Tout va dépendre de ce qu'on va me proposer cette année. Mais comme le billet est très très cher, si je dois me dépasser pour une télé, une batterie et un panneau solaire, je veux au moins profiter de 2 jours de soleil, vous voyez. Et oui, je retournerai leur demander ce qu'ils m'ont demandé parce que j'ai répondu oui. Donc je sais que tu leur apporteras. Je leur apporterai. Avec d'autres choses t'as d'autres projets D'autres projets. Quand j'ai monté cet assaut, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas sauver le monde. Je ne peux pas rester non plus tout le temps au même endroit. Alors, soit je retourne là-bas cette année, soit j'y retourne l'année prochaine. Peut-être qu'on va me proposer autre chose. J'avais envie aussi de découvrir d'autres choses. Aider quelqu'un, c'est pas être non-stop à côté de lui. Vous voyez, je leur ai donné de quoi démarrer, c'était déjà pas mal. Je pourrais toujours y revenir dans 1 ou 2 ans, voir comment ils se débrouillent et éventuellement faire construire une cabane plus grande, mettre l'électricité, qu'ils puissent éventuellement mettre un frigo ou quelque chose comme ça. Mais ils vivent entre 4 planches, c'est-à-dire que là tout de suite leur apporter plus. Et on sait. Il n'y a pas besoin, en fait. Non, tant qu'ils ne le demandent pas. Ils veulent une télé, une panneau solaire, même une douche, ils n'en veulent pas. Donc pour le coup, je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire de plus. Et du coup, tu n'as pas envie d'aller ailleurs ? Si, j'aurais préféré aller ailleurs parce que la vie est courte, d'accord, la mienne en l'occurrence, et l'idée c'était de voyager, joindre l'utile à l'agréable. Je suis une femme qui n'aime pas perdre son temps, j'ai fait des beaux voyages dans ma vie, le luxe, c'est bon, j'ai fait le tour, et j'ai besoin d'aventure. Donc je me dis je voyage et je fais un petit peu d'aventure. À partir du moment où je reste avec les enfants, ça me va. On continuera là-dessus après ? Oui. Nous revoici sur Happiness avec l'émission Ça vient du cœur et aujourd'hui nous recevons Amandine pour l'association Amandine Monte qui nous a fait part de son petit parcours personnel avec son enfance difficile, l'écriture de son livre qui lui a servi un peu d'exutoire et la création de l'association. Et là on était en train de parler du voyage humanitaire que tu as fait donc cet été pendant quasiment 1 mois. Oui. Et donc je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce... Non, pas tout à fait. T'as encore des choses à dire dessus ? Non, mais j'ai pris plein de notes parce que quand j'écrirai la suite, quand même, ouais, les impréhensions... Oui, parce qu'il y a un 2e livre en préparation. Alors là, il faut le dire. Ouais, mon travail, c'est sur mon travail, c'est ça. Mais la suite, oui, je pense que la suite de Plus fort que les remords, ce sera dedans parce que j'ai pris plein de notes. Voilà, donc vous découvrirez le moment. Et donc, t'as pris des notes aussi sur ton voyage ? Ah oui, j'ai tout pris. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'après, t'oublies. T'oublies, c'est tellement rapide, t'es en apnée, faut pas trop réfléchir parce que sinon, je te dis, ça me rappelle toute mon enfance, faut pas réfléchir. T'avances, tu marches, tu réfléchis pas, sinon il y a voyage humanitaire et voyage humanitaire. Là, Madagascar, c'était l'un des pires pays. Pourquoi t'as choisi Madagascar d'ailleurs ? J'ai pas choisi, moi je laisse les choses venir à moi. D'accord. Je me suis dit, hop, j'avais des patientes Madagascar qui m'ont rappelé. Dans la même journée, j'ai eu 3 fois Madagascar qui est venu. Je dis bon allez, c'est un signe. C'était un signe. Je dis allez, on y va. Je vais sur internet, première association, je l'appelle, bim, ça s'est enchaîné et puis ça a été très vite parce qu'en 6 mois de temps. Donc ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça. Et donc on disait juste avant la pause musicale, donc peut-être d'autres endroits du monde. Oui.
J'aimerais, oui, j'avais pensé Vietnam, on m'a proposé aussi le Cambodge, j'ai des amis qui ont un peu de contact. Le tout, avoir des contacts, c'est difficile. Difficile, peut-être en Amérique latine. Bref, en tout cas, je suis ouverte à toute proposition. J'arrive à gagner un petit peu d'argent, je me débrouille pas trop mal. Et puis, et si une association elle a besoin de nous, elle nous contacte. Et puis ça peut se faire. Et puis tout peut se faire. Ok. Donc pour en revenir vraiment à ton association donc en France, l'organisation, etc., vous êtes combien dans l'asso ? Alors pour l'ouvrir, il a fallu être 2. Donc Dinard, dans le livre, c'est une éduque qui s'est occupée de moi au château de Pinceloup. Et puis elle m'a dit « Ah bah vas-y, si tu veux, moi je rêvais aussi de faire un peu d'humanitaire. Elle me dit, si tu veux, on le monte à 2. » À 2, il y a Maddy. Donc il y a quand même eu des choses positives. Ah oui, tout est positif. Non, mais je veux dire, voilà, tu as gardé cette relation quand même. Tout, même avec mes profs du lycée, oui, parce que les foyers d'urgence, c'était quelque chose. Après, j'ai eu la chance d'être entrée dans un bon établissement avec un prof merveilleux, quelques éduques avec qui on est resté en bons termes. Et puis oui, on s'est vus, ils sont venus à mon mariage, on se voit toujours, on a toujours des contacts, et puis... Et donc cette fameuse Dinard, qui travaille toujours à l'aide sociale en France, sur Paris. Et puis, donc voilà. Donc elle a créé l'asso avec toi ? Oui. D'accord. Deux à deux. Oui. Présidente et trésorière vice-président. Voilà. On aimerait que l'association elle grandisse parce que ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour moi cette année. Je suis trop fatiguée là. Et je me dis, au niveau informatique, je gère pas trop. Donc je me suis dit, on va essayer de faire rentrer... On va essayer de proposer à certaines personnes de rentrer pour me soulager un petit peu au niveau administratif. Et, donc tu as des personnes qui seraient intéressées ? Oui, on avait parce que sinon tu peux lancer aussi un appel bénévole. Je lance. Si tu as besoin de personnes pour... Ça a été très dur cette année. L'administratif, tout ça. Pour les ventes. Là, au refuge de 3 ours, je vais pas pouvoir étirer le tirage à tombola et accueillir et vendre des tickets. Et bien que je puisse le faire très facilement, mais c'est très fatigant. Beaucoup trop fatigant. Donc, on voit que ça prend un peu d'ampleur du coup. Donc oui, l'aide serait la bienvenue. Que en personne ou tu as besoin d'autre chose ? Ah non, on a des dons, évidemment. Les billets d'avion, ça se paye pas tout seul non plus. Bien que je les ai payés de ma poche. Et justement, tu n'as pas essayé de démarcher les... comment on appelle ça ? J'ai un trou de mémoire encore, tu vois. J'ai fait, si tu savais le nombre de courriers que j'ai fait. Air France, tout ça, les compagnies aériennes, ça y est. Écoute, abasourdi. Je vais pas citer les enseignes, mais j'ai reçu des délais tels que, en tant que souci d'équité, on vous donnera rien. Ok, d'accord. Souci d'équité ? Ça palpe des millions, voire des milliards, et puis ils sont pas fichus de te donner une entrée. Mais voilà, tu réalises que si ce projet il a pu être monté ici, parce que ça a été un très beau projet qui a été réalisé en très peu de temps. Partir un mois comme ça, je pense. Mais je remercie mes amis, les commerçants de Beauvais, parce que c'est ceux qui en ont le moins qui en donnent le plus. Ce sont mes amis, mes patients, ils se sont tous mobilisés. Les commerçants du centre-ville qui sont en train de mourir, qui m'ont donné encore des restaurants. Les grandes enseignes, non. Ceux qui ont de l'argent, ils ne veulent rien donner du tout. Les riches aident les riches, les pauvres aident les pauvres. C'est un peu ça, c'est vrai. Ah oui. Ah non, on y est totalement. Sans eux, sans leur aide, j'aurais pas pu faire tout ça. Ouais. Et puis le livre, il est sorti. Donc tous mes amis l'attendaient. Donc les ventes, elles se sont faites immédiatement. Et là, sur une année suivante, sans faire de publicité, c'est compliqué d'en vendre autant. Et justement, futur projet, donc le 2e livre. Oui. Qu'est-ce que tu peux... Est-ce que tu as envie de dire un peu ce que tu mets dedans ? Ou est-ce que tu veux garder le silence ? Non, je suis thérapeute, je pratique le magnétisme, la voyance, je pratique l'hypnose dans des sujets très ésotériques. D'accord, je forme aussi, j'ai formé des élèves on parle de moi de Los Angeles jusqu'en Australie. Donc je fais des visios, je travaille tout ça. Et là, tout mon travail, c'est 10 ans de recherche. Je me suis dit, ça peut pas... On vient me voir surtout parce que je pratique d'une manière très particulière. Et donc, j'ai écrit un livre parce que je ne vais pas être éternelle et je veux laisser des traces en tant qu'âme. Pourquoi on est sur Terre ? Qu'est-ce qu'on est venu travailler ? Si les gens ne sont pas bien, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur voie. On descend, on a une mission d'âme à réaliser. Quand on n'est pas dedans, ça ne va pas. Moi, j'ai trouvé la mienne, j'ai eu de la chance de la trouver. Et j'aurais préféré qu'on me l'a dit, ça aurait été plus simple. Je l'ai découvert toute seule. Bref, ça s'est fait. Et donc, c'est surtout ça.
mon livre. Donc là, il est bientôt terminé. Je suis en train de taper la correction. Après, je l'envoie, je le propose. En théorie, ça devrait très très bien se passer. Ou je le ferai en auto-édition. Et quel est le rapport avec Plus fort que les remords? Il n'y en a pas du tout, parce que, en fait, sur Plus fort que les remords, à la fin, on me dit, mais comment, quand les gens me regardent, ils me disent, mais on s'imagine même pas que tu as vécu ça. Parce qu'un jour, j'ai dit stop, à la fin du livre, je me suis levée, j'ai dit stop. Je me dis, je sais pas ce qui va se passer demain, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai dit que plus jamais je souffrirai. J'ai dit non. Le livre a été écrit, je suis sortie de tout ça, j'ai revécu plein d'aventures, j'ai voyagé dans le monde, j'ai été formée par les plus grands de la planète, j'ai fait beaucoup de choses, mais je le raconterai du coup dans la suite. Donc la suite, mais entre deux, il fallait que j'écrive ça. On m'a dit tape pas la table. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. La table. Pardon. Enfin, voilà, celui-ci me tenait plus à cœur. Celui-ci, c'est moi, ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Oui, ça c'était. C'est un livre de formation. Je forme les élèves, mais ça c'est un livre de formation complet avec énormément d'exercices. Ça n'a rien à voir. Alors, ah non, dans les livres on trouve que de la théorie. La théorie on s'en fiche, on apprend. Non, là c'est des exercices et puis ceux qui sont présents ils font en présentiel, on peut faire en visio, mais il y a un livre, il y a une trace, il y a les ressentis, il y a beaucoup d'exercices. Et du coup tu disais, t'as eu un parcours professionnel assez quand même diversifié. Oui. J'ai fait de l'horticulture, parce que l'aide sociale à l'enfance, pour les gosses comme moi qui sortaient de 3e, ça, il restait pas grand-chose. J'avais 17 ans, j'étais à 6 mois des 18 ans, l'aide sociale à l'enfance, c'est bye-bye à 18 ans, c'était à prendre ou à laisser. Je me suis dit, bon, tu ne veux pas chipoter non plus. J'ai pris. Donc, par dépit un peu. Ouais, je travaillais déjà, j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans. J'allais faire les marchés déjà à 12 ans pour gagner 2 francs 6 sous, satisfaire les besoins de maman, tu vois. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune. Finalement, ça se rapprochait, c'était bien. Après, j'étais à Paris, j'étais fleuriste. Je suis revenue à Beauvais, j'ai fait fleuriste. Et puis, après, je suis tombée malade. Donc, on m'a dit c'était plus possible de travailler dans des conditions comme ça. J'ai dû m'arrêter. Ça a été encore une épreuve. Et puis après, j'ai rebondi. Il y a eu des rencontres, des événements qui ont tout changé. Et puis, de fil en aiguille, tout s'est tissé très, très vite. Et puis, aujourd'hui, je suis là. Et parce qu'en fait, tu passes de fleuriste à thérapeute. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis à la fin du livre. Ça a été rapide, on m'a dit non, on peut pas, ça contrebalance, oui. Donc la suite, elle est longue quand même, l'histoire est grande. On n'a pas le temps. Non, non. Il nous reste 4 minutes, donc on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Donc il faudra lire le livre. Oui, mais c'est pas la suite de Plus fort que les remords. Non. C'est juste, c'est un livre professionnel. Ton histoire professionnelle. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un souvenir? Alors, je sais pas, peut-être de ton voyage ou de ton enfance, peu importe, l'un des deux, un peu émouvant, mais quelque chose de concret. Oui. Alors, je me suis aperçue récemment quand on m'a dit « Maman, pourquoi tu as voulu faire un voyage humanitaire ?» Je me dis, et je me suis souvenue de quelque chose. En CE1, je suis allée en classe de mer avec ma professeure, Madame Leca, à l'époque. Et je sais même pas comment j'ai fait pour aller là-bas. Mes parents, ou alors on a dû leur offrir parce que c'était pas du genre à lâcher 2-3 euros. Mais en tout cas, j'y étais, c'était sympa. Et puis, mes camarades, c'était l'heure de recevoir le courrier et les colis. Je savais que tous mes camarades auraient des colis, des bonbons. Moi, je savais déjà que j'avais rien. Et je me rappelle m'être enfoncée dans le fond du lit pour dire, voilà, personne va voir que t'as rien eu, c'est pas grave. Mets-toi loin dans ton siège. Les colis ont été distribués et on m'a tendu une carte postale. Et je dis, mais ma mère, c'est pas possible, elle m'a pas écrit. C'était une dame qui s'appelait Christine. Et dans mon livre, j'ai appelé ma mère Christine et je m'en suis aperçue que, en racontant cette histoire, cette dame, elle m'a écrit une lettre, une petite carte postale en me disant qu'elle me faisait plein de bisous, qu'elle pensait à moi. J'ai jamais su qui c'était. Seulement, je l'ai jamais oublié. Et quand je suis partie en voyage humanitaire, je me suis dit, grâce à toi, ce jour-là, je me suis sentie comme tout le monde. Et n'a jamais su que cette carte, en fait, c'est probablement ce qui allait déclencher mon envie un jour de faire de l'humanitaire. Voilà pour l'anecdote. C'est beau ça. Oui. Merci Christine, je sais pas qui tu es. Je sais pas où est-ce qu'elle est, mais bon. J'ai jamais su. Donc ça. Et est-ce que tu aurais, là après vraiment pour clôturer, je pense, une anecdote rigolote? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose là-bas sur place d'un peu drôle ou c'était vraiment tout le temps plombant? Les enfants, ils ont peut-être... Non, c'était plombant. Ouais, il n'y a pas eu un petit truc... Non. Ah si, je crois que le truc vraiment que j'ai retenu, c'est que je suis née le 3 août, à 5h15.
Cette année, le 3 août, à 5h15, j'étais dans un bateau avec une odeur pestilentielle, parce que quand on vous met avec 50 passagers collés les uns contre les autres comme des cassardines, qui se sont pas lavés probablement depuis l'âge de 5 ans, je respirais en l'air, j'ai fermé les yeux, ils vomissaient sur moi, sur mes jambes, j'étais là, je vais mourir. Je me disais, il y a 42 ans. Un drôle d'anniversaire. Un drôle d'anniversaire. Voilà, quand je suis arrivée sur l'île, je me suis dit, c'est bon, on va respirer 2 minutes. Non, on respire jamais. Non, on respire pas. Eh bien, Amandine, merci à toi. Merci d'être venue témoigner de tout ton parcours, de toute ton histoire, qui n'est pas facile. Mais en tout cas, bravo. Merci. Parce que tu gardes le sourire. Toujours. Et ça, c'est super important. Merci. Parce que il y a toujours de l'espoir. Toujours. Et c'est ce qu'il faut garder. Jamais abandonner. Jamais abandonner et toujours penser que le meilleur est devant. Toujours. Et qu'on laisse derrière soi tout ce qui est négatif. Eh bien, je te remercie, Amandine. Merci. Et puis, donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Je crois, Amandine Bonte. Sur mon nom, Amandine Bonte, on a tout laissé comme ça. Et tu allais donner ton adresse mail aussi pour l'association tout à l'heure. C'est ça, merci. Okay. Eh bien, merci, en tout cas. Merci, cher binôme. Merci, Isabelle. Encore une belle émission. Un témoignage très, très, très émouvant. Très poignant, ouais, exactement. À suivre, on retrouve l'équipe de Quoi de neuf Amiens. C'est ça. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Même heure, même endroit. En musique. Ouais. Eh ben, le rendez-vous est pris. J'ai hâte d'y être. Moi aussi. À la semaine prochaine. Bisous. À la semaine prochaine et bonne soirée à tous.